T'es- Ça marche. Bonsoir, je suis heureuse de vous accueillir pour cette 5e émission déjà de Brief Science, consacrée cette fois-ci aux origines de la matière. Donc, je suis toujours Imen Amchich, journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science. Je serai votre animatrice ce soir. Et je suis aussi accompagnée de Morgane Guillet, qui est également journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science. Bonsoir. Salut. Donc aujourd'hui, on est vraiment très contente de recevoir Sébastien Carassou, qui est docteur en astrophysique, spécialisé dans l'évolution des galaxies et aussi vulgarisateur scientifique indépendant. Donc il est co-créateur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique axée sur l'astronomie. On a une petite image normalement de... Alors, ça arrive. Voilà. Il est aussi auteur du livre Le Cosmos et nous, aux éditions des Équateurs. C'est un livre qui retrace l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à la vie sur Terre, en passant par l'hypothèse d'une autre vie dans l'univers. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Donc, bonjour Sébastien. Eh ben, bonjour Imen, bonjour Morgane, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Avant de nous plonger au cœur des étoiles, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, alors j'aimerais rappeler pour les nouveaux venus que Brief Science est un nouveau média de vulgarisation scientifique indépendant, sans publicité, qui a été créé avec l'équipe du média Brief Me. Et le principe, il est simple. En fait, tous les lundis soirs, vous recevez par email ou sur notre application un récapitulatif des actualités scientifiques les plus importantes de la semaine. C'est simple, ça se lit en 10 minutes. C'est très accessible, même pour ceux qui n'ont pas de connaissances en sciences. Et aussi, l'idée, c'est qu'on se veut le plus fiable possible. On a un comité scientifique qui relie notre dossier principal chaque semaine. Et la dernière édition, ça avait pour sujet l'érosion côtière, qui est un phénomène naturel qui concerne quand même 1/5 du littoral français, que je vous invite à lire si ce n'est pas encore fait. Donc, pour revenir à notre émission, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est définir ce qu'est un atome, rappeler de quoi nous sommes constitués et expliquer comment les étoiles fabriquent les atomes. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on les posera directement à Sébastien. Bon, commençons tout de suite. Alors, donc, toute la matière qui nous entoure, donc que ce soit les paysages, les animaux, votre chat, nous-mêmes, on est tous constitués d'atomes. Déjà, est-ce que Sébastien, tu peux nous donner rapidement une petite définition de l'atome, histoire qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle? Alors, c'est très difficile de donner une définition qui se veuille à la fois simple et accurate de ce que c'est un atome. L'image que tu viens de projeter là, elle est assez représentative de l'image qu'on a en général quand on réfléchit à la notion d'atome. Alors, on imagine voilà, cette grosse boule de protons et de neutrons qui constitue le noyau de l'atome et qui est entouré par des électrons qui orbiteraient comme un petit peu comme des planètes dans tous les sens autour du noyau. En pratique, ça ressemble pas à ça, un atome, mais c'est une bonne visualisation des constituants élémentaires de l'atome. Donc, si on veut, il y a un côté pédagogique à présenter cette image. Elle est pas complètement nulle, on va dire, cette image. Elle est même Ça va alors, si très elle n'est très pas nulle. jolie. Hein. C'est même une des icônes de la science. Hein. Vous la retrouvez un petit peu Ouais. partout, que ce soit dans Watchmen ou dans The Big Bang Theory, etc. Par contre, si on voulait avoir une vision un peu plus réaliste de ce que c'est un atome, on aurait un minuscule noyau qui est entouré d'un énorme nuage d'électrons. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, si le noyau c'était la taille d'une mouche, le nuage d'électrons aurait la taille du Stade de France. Donc, Ouais, donc quand ça même. peut vous donner Ouais. une idée des tailles relatives de ces différents composants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est ce fameux nuage électronique, mais disons qu'il faut imaginer l'atome plutôt comme ça, comme un minuscule point composé de protons et de neutrons et entouré d'un nuage d'atomes, enfin d'un nuage électronique. Donc, les électrons qui sont chargés négativement, les neutrons qui sont chargés, qui sont pas chargés, et les protons qui sont chargés positivement. Voilà. Ok. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est que il y a énormément de vide dans un atome au final. Est-ce qu'on peut Tout dire à ça fait. comme Alors, ça? ça dépend comment on appelle vide, évidemment, mais effectivement, ce nuage d'électrons, en fait, il n'a pas de matérialité. En fait, quand on regarde un atome et quand on regarde la position d'un électron, à chaque fois qu'on va le photographier, bah, l'électron, il va être à un endroit très particulier. Il va pas être entouré ouais, il va pas prendre toute la place autour du noyau. Par contre, si on arrête de le regarder, eh ben, il va se répartir sur une surface sur un volume beaucoup plus grand et il va former un espèce de nuage qu'on appelle un nuage de probabilité, qui est voilà, une conception un peu mathématique, un peu abstraite, mais c'est comme ça qu'on arrive à le comprendre aujourd'hui, quoi.
D'accord et du coup, toute la matière qui nous entoure est formée de plusieurs atomes, collés les uns aux autres, quoi? Est-ce Tout qu'on peut à dire fait, ça comme ça? des atomes et du vide, hein. C'est comme ce que disaient les philosophes atomistes d'il y a 2 500 ans. Ils avaient un petit peu Ouais. raison. Alors ils avaient une autre conception de ce que nous on appellerait un atome, Mmh. mais disons que sur les grandes lignes, ils avaient plutôt pas tort. Ouais. Démocrite et Leucippe, j'avais vu, les Tout à premiers fait, à avoir tout à fait. pensé, au concept de l'atome. OK. Du coup, Oui, j'aimerais bien ah, un petit chat derrière. oui, chat tout mignon, je sais même pas comment il s'appelle, je ne suis pas chez moi. Très bien. Donc en fait, des atomes, il y en a énormément. Donc j'aimerais bien Ouais. qu'on mette le tableau périodique qui va vous donner des petits souvenirs de cours de chimie. On va pas tous les revoir, mais c'était juste pour montrer qu'il y avait quand même énormément, d'atomes dans Ouais, l'univers. alors à l'état naturel, il y en a 94. Mmh mh. On arrive à en produire en laboratoire, jusqu'à 118 de Mmh. différents, aujourd'hui, mais il y a pas de limite fondamentale au nombre de parce qu'en fait, ce qui détermine, quel élément, on a, c'est, le nombre de protons qui sont situés dans le noyau de l'atome. Donc si on a Mmh. un proton, ça va être, des atomes d'hydrogène. Si on a 2 Mmh. protons, ça va être, des atomes d'hélium. Si on a 3 protons, ça va être des atomes de lithium. Si on a 4 protons, ça va être des atomes de beryllium et vous pouvez faire comme ça tout le tableau périodique, jusqu'à l'uranium, jusqu'au plutonium et même plus loin, avec des noms à coucher dehors, ouais. OK. Et alors j'imagine qu'il y a pas tous ces atomes-là dans notre corps? Alors Est-ce non, que il y a pas tous ces éléments-là dans notre corps. On en a à peu près une soixantaine d'éléments différents dans notre corps, dont 25 qui sont vraiment essentiels à notre, fonctionnement. Donc ces 25 éléments, en fait, ils représentent, enfin, si on essayait de rassembler, tous les éléments de notre corps en faisant des tas spécifiques. On verrait que certains éléments sont beaucoup plus représentés que d'autres. mmh. Donc là, vous voyez sur l'image, tous les éléments qu'on trouve, enfin tous les éléments du tableau périodique qu'on trouve à l'intérieur de notre corps. Il y en a très, très peu qui sont communs et il y en a 4 en fait qui dominent très, très largement la composition, du corps humain. Ces 4, ça va être le carbone, ça va être l'hydrogène, ça va être l'oxygène et ça va être l'azote. Mmh mh. Donc ça, si on fait les initiales, ça fait C, H, O et N. N pour azote, hein, comme nitrogénium qui veut dire azote en latin. Et l'idée, c'est, on est en fait, atomiquement parlant, en termes élémentairement parlant, on est des collections de chons, donc de CHON. On est des gros tas de chons et ces Mmh. chons constituent 99 des atomes de notre corps. Et tous les 20, les 21 autres atomes, qui nous constituent, en majorité, et tout le reste de la cinquantaine qui reste, et bien, ils constituent, quelques pourcents, voire un petit peu moins, de notre composition. Voilà. Et c'est OK. vrai pour tous les organismes vivants? Et c'est vrai pour tous les organismes vivants et oui, tous les organismes vivants sur terre, que ce soit de la plus petite bactérie à la plus grosse baleine sur terre, est composé de chons et même on peut étendre cette définition à schnops parce qu'on a aussi du phosphore et du soufre, qu'on retrouve dans les molécules d'ADN notamment, et donc on a tous besoin de ces schnops pour faire émerger, des choses vivantes, en tout cas de la vie telle qu'on la connaît. D'accord. D'accord et du coup, quand on recherche de la vie, en extraterrestre, est-ce Mmh. qu'on va rechercher les signatures de ces atomes-là en particulier? Alors oui, en pratique, c'est vraiment pas facile à faire, donc on n'a pas vraiment, en fait, comme on n'a qu'un seul exemple, de vie, dans l'univers, la Mmh mh. nôtre, c'est difficile de généraliser à l'ensemble, de l'univers. On aurait peut-être, on peut enfin, par exemple, sur Terre, la vie, elle est basée sur le carbone. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que le carbone, il peut former jusqu'à 4 liaisons chimiques avec, d'autres atomes et il est Mmh. en fait particulièrement pratique pour former des longues chaînes moléculaires très, très complexes, qui peut être à la base d'une molécule d'ADN, par exemple. Par contre, voilà, on peut imaginer, on peut parfaitement imaginer, de la vie qui serait basée sur du silicium, par exemple. Alors en pratique, ce serait un peu plus difficile à faire, on n'a pas trop d'espoir de trouver ça pour le moment, mais ce serait, chimiquement, valide. Il Le silicium aussi peut former 4 liaisons avec des atomes différents. Donc c'est pas considéré comme, complètement, fou d'imaginer de la vie qui soit radicalement différente de nous. Par contre, on connaît les ingrédients quand on cherche de la vie dans l'univers, on connaît les ingrédients fondamentaux de la vie telle qu'on la connaît. Ces ingrédients, ce sont des schnops, Mmh. c'est de l'eau liquide pour permettre à toutes ces réactions chimiques, de se produire dans les meilleures conditions possibles et c'est de l'énergie. Alors, de l'énergie, ça peut être la lumière d'une étoile, comme ça peut être, de l'énergie des roches, dans le fond des océans.
Et quand on cherche de la vie dans l'univers, on va chercher la conjonction de ces 3 facteurs, donc des schnops, de l'énergie et De l'eau. de l'énergie et de l'eau liquide. OK. Ce serait marrant de trouver une forme de vie extraterrestre qui n'a besoin d'aucun de ces éléments, en fait. Ce Alors ce serait serait ce serait assez incroyable, hein, parce qu'il se Oui, trouve ça que ouais, serait incroyable. partie des éléments les plus abondants de l'univers, donc on s'attend ouais. vraiment à ce que s'il y a de la vie ailleurs, et ben, elle soit composée d'à peu près les mêmes éléments, tout simplement parce que la Mmh mh. vie, elle fait avec ce qu'elle a, quoi. Elle fait avec ce qu'elle a en abondance et Mmh. heu et donc ouais, ça en termes juste purement élémentaires, ça ferait sens que la vie ailleurs dans l'univers, ressemble, en tout cas grossièrement, à l'échelle des atomes et des éléments, à la vie sur Terre. OK. Donc, jusqu'ici, on résume. Les atomes, ça constitue toute la matière qui nous entoure. Il y a des atomes qu'on retrouve plus spécifiquement dans notre, corps et chez tous les organismes vivants, donc les chons ou schnops et du coup, tous ces atomes-là, en fait, ils viennent d'où? Ils viennent du cosmos. Ils se sont Alors, tous formés. ces atomes Ouais. viennent du cosmos, ils viennent tous de l'espace, donc on peut dire en quelque sorte qu'on vient tous, de l'espace d'une certaine manière, en tout cas Mmh mh. atomiquement parlant. En fait, ça dépend de quel atome on parle. Si on parle de l'atome d'hydrogène, par exemple, qui est l'atome le plus simple et le plus abondant de l'univers, hein, si on regarde, tous les atomes de l'univers, il y a à peu près 75, donc les 3/4 des atomes de l'univers qui sont, des atomes d'hydrogène. Et bien ces Mmh. atomes d'hydrogène, on les retrouve dans notre corps aujourd'hui essentiellement dans nos molécules d'eau. Vous savez, Mmh une mh. molécule d'eau, c'est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et donc toutes les molécules d'eau qui forment notre corps, qui constituent à peu près 50 à 60 de notre masse, eh ben, ils sont faits en particulier d'hydrogène. Et cet hydrogène, il a une origine assez particulière parce il a été forgé dans les conditions ardentes de l'univers primordial. On sait Mmh. que l'univers, il a à peu près 14 milliards d'années, 13,8 milliards d'années, si vous voulez vous la péter en soirée. Mais il se trouve que les premières structures de l'univers à émerger, ce sont alors il y a déjà eu les noyaux d'atomes d'hydrogène, donc des protons qui se sont formés dans les premières fractions de secondes qui ont suivi le Big Bang. Mmh mh. Et 380 000 ans plus tard, quand l'univers s'est beaucoup étendu et a beaucoup refroidi, eh bien, il y a des électrons qui ont fini par envelopper ces protons pour former les premiers atomes d'hydrogène. Donc on peut dire que, nos atomes d'hydrogène, ils ont un âge de 14 milliards d'années, à peu près. Donc, D'accord. ces atomes d'hydrogène, ils constituent à peu près un dixième de votre masse. Donc vous avez un dixième de la masse de votre corps, à peu près. Mmh mh. Donc moi, je pèse à peu près 70 kilos, donc il y a 7 kilos d'hydrogène dans mon corps qui Mmh mh. proviennent du Big Bang. Donc en quelque sorte, vous êtes beaucoup plus vieux ou beaucoup plus vieille que ce que vous pensez. Donc ça, c'est juste pour les atomes d'hydrogène. Maintenant, on peut aller sur les autres, sur les Mmh. Alors ce qui n'est avant pas d'aller électrons. là ouais, Carbone, hydrogène. avant d'aller là, en fait, j'avais envie juste qu'on commente cette image qui est, Ah le mais oui, fond diffus image très, très cosmologique, importante. Tout à qui est fait. quand même l'image la plus vieille de l'univers et donc ma question c'est, bon, de quand date cette image et à Ouais. ce qu'à ce moment-là, donc c'est vraiment la plus vieille image qu'on a de l'univers, est-ce qu'il y avait déjà, les atomes d'hydrogène ou pas? Alors, je suis déconcentré par le chat, je suis désolé. Donc, en fait, cette image, elle est super importante. Déjà, peut-être qu'il faut reproduire le contexte dans lequel Oui. elle a été produite. En fait, dans Mmh les mh. années 60, il y a deux radioastronomes, Penzias et Wilson, qui travaillent, au laboratoire Bell aux États-Unis. Et en fait, ils retapent une antenne radio, pour pouvoir capter, voilà, pour pouvoir observer la galaxie, les ondes radio de la galaxie. Le problème, c'est que quand ils pointent, leur antenne vers le ciel, ils se rendent compte qu'il y a une espèce de petit grésillement qui va rester, tout le temps. Alors ils se Mmh. demandent d'où ça vient ce grésillement et ce grésillement, il dépend pas du tout de la direction, de l'antenne et ils se disent: «C'est quand même vachement bizarre». Alors ils se mettent à essayer de tester tous les circuits électriques, de l'antenne. Ils vont même essayer de nettoyer les fientes de pigeons qui étaient à l'intérieur et à tuer les pigeons qui avaient fait un nid à l'intérieur en disant: «Bon, bah, c'est peut-être ça». Mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, ce qu'ils avaient découvert dans les années 60, au début des années 60, Penzias et Wilson, c'était une émission, radio et une émission aussi, qu'on appelle millimétrique, donc dans les ondes dans le domaine des micro-ondes. C'était une espèce de lumière rémanente qui provient du tréfonds des âges, donc qui provient de 380 000 ans après le Big Bang. À l'époque où justement les premiers noyaux d'hydrogène rencontraient pour la première fois, de manière durable, les Mmh. électrons qui allaient former les premiers atomes d'hydrogène. Et en fait, ce qu'on observe, c'est une espèce de snapshot, de cliché, d'instantané de cette période très spécifique de l'histoire de l'univers, qu'en astronomie on appelle la recombinaison.
Et ce qui reste de cette recombinaison aujourd'hui, c'est cette lumière. Parce qu'il faut imaginer qu'avant cette période, pendant les 300 premiers, enfin les 380 premiers milliers d'années après le Big Bang, Mmh. l'univers c'était une espèce de brouillard complètement opaque. On ne pouvait pas voir très très loin. La lumière, à chaque fois qu'elle passait, qu'elle essayait de traverser un espace en ligne droite, elle se faisait happer par la matière alentour et réémettre dans une autre direction. Donc elle faisait un petit peu une balle de flipper comme ça, mais Mmh. absolument tout le temps. Et il se trouve qu'à partir du moment où les premiers noyaux d'hydrogène ont fini par rencontrer les électrons qui vont former les premiers atomes d'hydrogène, eh bien, la matière, elle est devenue neutre à ce moment-là. Elle est devenue neutre. Il se trouve que la lumière n'interagit qu'avec des particules chargées, comme les protons et les électrons. Donc, à partir du moment où vous avez des structures qui sont électriquement neutres, la lumière a décidé de se désintéresser de la matière et elle pouvait Mmh. partir en ligne droite sans problème. Donc, l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, passe d'un état qui est complètement opaque, hein, c'est une espèce de brouillard de pur et de poids, à Mmh. un espace complètement transparent. Et à partir de ce moment-là, on a une première lumière de l'univers qui a été mise et qui correspond à ce qu'on observe aujourd'hui, le fond diffus cosmologique. Donc là, ce que vous voyez, c'est la température du ciel dans toutes les directions. Donc il faut imaginer qu'on a envoyé un gros thermomètre dans l'espace pour avoir cette image. Ce thermomètre a regardé la température de l'univers dans toutes les directions possibles et c'est comme une map monde, mais que vous observez depuis l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend cette image. Et en fait, Mmh. les régions les plus rouges, ce sont les régions les plus chaudes, et les régions les plus bleues, ce sont les régions les plus froides. Mais il faut savoir OK. que entre les régions les plus rouges et les régions les plus bleues, il y a un 100 millième de degré de différence. Donc, ce qui veut dire que à l'époque de l'émission du front diffus cosmologique, donc 380 000 ans après le Big Bang, l'univers, il était remarquablement uniforme. C'était une espèce de brouillard qui était le même dans toutes les directions, et quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, et quel que soit l'endroit dans lequel on est. Donc OK ça, c'est et quelque chose de très important. C'est un des résultats les plus importants de l'astrophysique moderne, et ça nous montre que l'univers, il n'a pas toujours été tel qu'on l'observe aujourd'hui, avec ses galaxies, ses étoiles, ses planètes, mais il est passé d'un état où il était un brouillard ardent, complètement uniforme, à un univers très structuré qu'on retrouve aujourd'hui. OK et donc pour résumer, il y a 13,8 milliards d'années à peu près, c'est le Big Mmh. Bang. Donc là, l'univers est tout petit, extrêmement chaud, Ouais, puis il finit par, s'agrandir petit à petit, c'est l'expansion de l'univers. Il y a tout à fait. toujours pas d'atomes à ce moment-là? Ni Alors il y a d'hydrogène? il y a des atomes à Ah, partir de il y en a. 380 000 ans, c'est Voilà, ça. OK. 380 000 ans quand, en fait, en grandissant, l'univers se refroidit, si j'ai bien compris Tout et à fait. donc on forme des atomes d'hydrogène et les atomes d'hélium, ils sont formés ou pas encore? Et les atomes d'hélium, ils se forment à peu OK, près en même temps, en fait. OK, donc Donc hydrogène, les hélium. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium se forment une fraction de seconde après le Big Bang. Mmh. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y avait déjà des électrons à l'époque. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des électrons qui essayaient de se coller au noyau, d'hydrogène et d'hélium, et ben, les liens entre les noyaux et les électrons étaient brisés par Mmh mh. l'énergie alentour. Donc en fait, quand l'univers, il s'étend, Mmh. l'énergie se dilue dans un plus gros volume, et vous avez donc sa température qui diminue et la lumière devient de moins en moins énergétique. Mmh. Donc les rayonnements plutôt que la lumière, parce que c'est plutôt des rayons gamma, et donc il a fallu attendre vraiment 380 000 ans pour que l'univers soit suffisamment froid pour que la lumière qui essaie de briser les liens entre, protons et électrons finisse par être suffisamment, peu énergétique pour ne plus arriver à briser ces liens. Donc à partir de 380 000 ans après le Big Bang, bah, Mmh. les liens entre protons et électrons, ils deviennent pérennes pour la première fois, et c'est comme OK, ça qu'on peut dire que les atomes d'hélium et d'hydrogène apparaissent vraiment. OK. Du coup là, on va y aller petit à petit, étape par étape. Donc pendant très longtemps, en fait, on a juste de l'hydrogène et de l'hélium Mmh mh. et ensuite, il va y avoir la formation des étoiles et de la Tout Voie à fait. lactée notamment. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on mette l'image de la Voie lactée parce qu'elle est quand même jolie, comme ça. Alors Voilà, oui, c'est alors il ça. faut savoir que cette image, c'est une image d'artiste, hein. On n'est jamais sorti de la Mmh. Voie lactée pour pouvoir la Ouais. voir comme ça. Par contre, Ouais, on ouais, sait ouais. qu'elle a à peu près cette forme-là, cette forme de cyclone cosmique là, Mmh. et nous, on est à peu près, Mmh. voilà, c'est marqué système solaire, on est à peu près à la banlieue de la galaxie, à mi-chemin Et entre avec un trou le noir au bord et le milieu dont on vient de prendre la photo. Tout à fait, tout à fait. Un moment révolutionnaire dans l'histoire de l'astronomie, première photo du trou noir supermassif au centre de la galaxie, si vous l'avez pas encore vue, allez la voir, elle est Ouais, magnifique. Sagittarius A et donc du coup, la Voie lactée, elle se forme, combien de temps après le Big Bang?
Alors la Voie lactée, elle a à peu près, 13 000 d'années. On le sait parce que les plus vieilles étoiles de la Voie lactée, qui se trouvent un petit peu dans des grosses boules d'étoiles qui entourent un petit peu la galaxie, on arrive à dater, leur âge, enfin on arrive à les estimer leur âge et cet âge, c'est à peu près 13 000 d'années. Mmh. Et donc en fait, on est passé d'un espèce de brouillard, super uniforme à, un univers qui s'est structuré à plusieurs échelles. Donc en fait, l dans ce brouillard, initial, il y avait des petits grumeaux de matière, donc c'est les sur l'image du front diffus cosmologique, c'était les régions les plus rouges, on va dire, ou les plus bleues, enfin je sais plus exactement, selon le code couleur. Et en fait, ces grumeaux, ce sont des surdensités de matière et en fait, à partir d'un certain moment dans l'histoire de l'univers, la gravité, elle va pouvoir prendre le dessus sur, toutes les autres forces, de la nature Mmh. et en fait, ils vont part c'est la gravité va prendre, ces petits grumeaux de matière et ces grumeaux de matière vont attirer de la matière autour d'eux. Donc plus un grumeau va être massif, plus son attraction gravitationnelle va être grande et en fait, voilà, c'est comme le capitalisme, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on a eu une espèce de structuration de l'univers qui s'est faite de manière hiérarchique. Donc les petites structures se forment d'abord, comme les étoiles, les amas d'étoiles, les petites galaxies et Mmh. au fil du temps, en tout cas c'est ce qu'on pense, au fil du temps, ces structures se sont, agglomérées les unes, sur les autres. Elles ont fusionné pour donner naissance à des galaxies de plus en plus grosses. Une galaxie comme la Voie lactée, par exemple, elle a subi entre 2 et 4 fusions, avec d'autres galaxies depuis le début de son histoire et c'est pas terminé parce que, dans Mmh. quelques milliards d'années, elle va fusionner avec d'autres galaxies, dont la galaxie d'Andromède qui est une des plus proches, voisines de la Voie lactée et les nuages de Magellan aussi. On sera mort, à ce moment-là. On On va sera pas grave mort, ouais. on va pas assister. Est-ce qu'on a une On question? avait, ouais, on avait loupé une question de Lovre Fenkis qui demandait la recombinaison, désolé, a été Mmh. instantanée et simultanée partout dans l'univers? Alors simultané, c'est un grand mot parce qu'on parle de simultané sur des échelles qui se comptent en dizaines ou en centaines de millions d'années, mais à l'échelle des 13,8 milliards d'années, ça reste tout petit. Donc pour des astronomes, ça reste très, très, ça reste instantané. Par contre, à l'échelle humaine, effectivement, c'est beaucoup plus, enfin, voilà, c'est plus long. OK. Donc revenons, sur les étoiles, hein. Oui, donc en fait, j'aimerais juste qu'on rappelle, en fait, comment est-ce qu'une étoile se forme? Parce qu'on va y Ouais, revenir un peu plus tard. Les autres atomes, en fait, se forment, au cœur des étoiles. Là, actuellement, on est toujours sur, juste l'hydrogène et l'hélium. Mais avant, j'aimerais juste qu'on parle de la naissance, d'une étoile, tout à histoire que ce fait. soit clair. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus? Là, on a trouvé une super image de, Elle est magnifique cette image. J'ai heu complètement oublié le nom de cette nébuleuse, ah mais mais on ça l'a? voilà, ça On illustre l'a? parfaitement hein? Ouais. Alors, elle s'appelle comment? Alors, petit quiz, ça devrait arriver la légende. C'est la nébuleuse de Carène, La nébuleuse de la Carène, tout à fait. de la Donc Carène, ouais. heu, donc ça, c'est en fait, ce que vous voyez là, c'est une photo, c'est pas une image d'artiste. C'est une photo qui a été Ouais, prise c'est par fou le ça. télescope Hubble, je crois, d'un nuage de gaz et d'hydrogène qui se trouve dans notre galaxie et qui s'appelle le nuage de la nébuleuse de la Carène. Mmh. Ça, c'est ce que vous aviez dans l'univers il y a, plusieurs milliards d'années, et de c en fait, ces nuages, ils sont constitués essentiellement de 2 atomes, hein, de l'hydrogène et d'hélium. C'était ce Mmh. qu'il y avait dans l'univers à ses débuts. Mmh. Et pour former des éléments, plus lourds et ben, elle a dû reproduire les conditions initiales de son existence. C'est-à-dire des conditions de densité, de pression et de température énormes, qu'elle n'a pas eues depuis plusieurs, centaines de millions d'années parce que, l'univers il s'est dilué, donc la matière elle est devenue de moins en moins comprimée et donc de moins en moins chaude. Sauf que, voilà, il y a eu de ces grumeaux de matière qui se sont rassemblés. Plus la matière elle s'accumule, plus elle se met à chauffer, Se sont à cause des rassemblés sous l'effet de la gravité? tout à fait, elles se sont rassemblées sous l'effet de la gravité. Donc la gravité qui est une force qui attire les corps massifs entre eux et quand vous avez de plus en plus de matière dans un même volume et ben les particules qui vont composer, ce gaz vont se mettre à, frotter les uns avec les autres, à s'agiter de plus en plus. C'est comme quand vous frottez vos mains, enfin quand vous frottez vos mains, les mains elles chauffent. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce gaz interstellaire qui part de ces nébuleuses. Et donc à partir d'un certain point, la température de ce gaz va atteindre alors
va atteindre plusieurs, millions de degrés. En particulier, dans notre soleil, il fait, 15 millions de degrés au cœur du soleil et l'idée, c'est que, voilà, il va se former des espèces de petites poches, des grumeaux beaucoup plus denses que d'autres dans ce nuage. Il va se fragmenter, et au centre de ces grumeaux et ben, la matière va être portée à plus de 10 millions de degrés et à partir de 10 millions de degrés, il va se passer un truc, c'est qu'il fait tellement chaud que, la température, ça traduit l'agitation des particules. Donc les particules vont être tellement agitées que certaines vont se mettre à collisionner entre elles. Et donc vous avez des noyaux d'hydrogène qui vont fusionner entre elles qui vont fusionner entre eux pour donner des noyaux d'hélium. Et donc, cette réaction, on appelle ça de la fusion nucléaire. C'est ce qu'on essaie de reproduire dans certaines centrales en France, notamment à ITER. On essaie de reproduire le fonctionnement d'une étoile à échelle humaine. Et donc voilà, c'est comme ça que les étoiles produisent de l'énergie. Au cœur de Donc voilà, l'étoile, ça. c'est une fraction des types de réactions qu'on peut trouver au cœur d'une étoile. Donc on a des noyaux d'hydrogène qui vont fusionner, qui vont rentrer en collision et Mmh. fusionner pour donner naissance à des noyaux d'hélium. Cette réaction, en fait, elle produit énormément d'énergie, sous forme de rayons gamma et en fait, à partir du moment où vous avez ces réactions de fusion nucléaire, une étoile est née et elle va, rayonner d'une belle lumière, alors que l'univers jusque-là était complètement sombre. Donc vous avez des Mmh. étoiles qui vont s'allumer au fil du temps. Là, on est 300, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, hein, donc bien après le Big Bang, mais quand même C'est relativement quand même jeune. assez tôt, ouais, c'est quand même Ouais, assez tôt. tout à Mmh. fait. Donc là, on a un télescope qui s'appelle le James Webb Space Telescope qui va pouvoir, pour la première fois dans les années à venir, observer les premières étoiles qui se sont formées, dans Mmh. l'univers. Donc on atteint un point assez intéressant dans l'étude, de cette période qui est encore méconnue de l'histoire du cosmos. Mais Mmh. on a des outils qui vont nous permettre de faire ça dans les années à venir. D'accord. Et donc là, du coup, dans toutes les étoiles, on va retrouver cette réaction de fusion, donc 2 atomes d'hydrogène qui vont donner de l'hélium et de l'énergie. C'est Tout bien à fait. ça? Alors en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut Ouais. 6 noyaux d'hydrogène qui vont intervenir dans des différentes réactions avec, différents nombres de neutrons pour Mmh. former un, noyau d'hélium. Mais, voilà, on appelle ça le cycle proton-proton pour les gens qui veulent, Mmh. chercher ça sur Wikipédia. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on montre sur le l'image, mais c'est à peu près basiquement l'idée, quoi. Mmh. Il faut, voilà, les atomes d'hydrogène, enfin les noyaux d'hydrogène se lient pour former des noyaux d'hélium. Et ça, c'est ce qui va générer, pendant 90 de la vie de l'étoile, la plupart de l'énergie qui lui permet de maintenir sa structure. Alors, on a quelques questions et remarques. Je reviens sur la nébuleuse de la Carène. Ouais. Dark Astro nous dit qu'apparemment, il y a un nuage en forme de main qu'on appelle le doigt de Dieu dans cette Ah nébuleuse. oui! Alors, Ah je oui, sais je l'ai pas vu si celui-là. lequel c'est, si on Ah veut. oui, ah oui, 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 oui. Je sais On pas s'il dirait faut la un montrer, si vous voulez pas être ban de Twitch. on dirait un doigt d'honneur, en fait, c'est Tout pour à ça. fait, tout à fait. Mmh. Elle est assez rigolote, hein. J'aime bien la présenter en conférence, hein. Bon, On vous a irez sur Google et vous taperez, Ouais, le vous vrai tapez Finger Fancy of God et vous trouverez. qui nous dit dans une étoile, on passe par du dihydrogène et du 3H, c'est non, c'est Heu, deutérium et tritium, je deutérium pense et que tritium tritium, je crois qu'on appelle ça. ou tritium, comme oui. intermédiaire. Donc en fait, oui, alors, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, pour un même élément, on peut avoir, un nombre différent de neutrons. On appelle ça des différentes versions des isotopes. Mmh mh. Par exemple, on peut avoir un atome d'hydrogène avec 0 neutron, donc on appelle ça un atome d'hydrogène normal. Mais on peut en avoir un avec un neutron, avec 2 neutrons, avec 3 neutrons et donc voilà, on peut appeler ça du deutérium, du tritium. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus, mais en tout cas, c'est l'idée. Et c'est pour ça que ces réactions de fusion nucléaire sont un peu plus complexes que ça, parce que ça fait intervenir aussi, des noyaux, enfin des isotopes de l'hydrogène. Mmh. Est-ce qu'on a Oui, c'est d'autres questions? H2 le dihydrogène et c'est 2H le Alors si on dit le H2, voilà, deutérium. c'est une question de nomenclature. Si on dit H2, ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène qui sont liés par leurs électrons. Par contre, si on dit 2H, c'est des isotopes C'est voilà, de c'est ça. l'hydrogène. Ça dépend du nombre de neutrons. C'est un peu enfin voilà, c'est de la nomenclature un peu chiante, mais il faut s'y faire. Et Zimloun nous demande, si les étoiles se forment encore ou si l'univers n'est plus assez dense? Alors oui, les étoiles se forment toujours aujourd'hui, alors à un rythme beaucoup moins élevé qu'il y a 10 milliards d'années, par exemple. On pense que l'univers formait des étoiles à un rythme 10 fois plus élevé il y a 10 milliards d'années qu'aujourd'hui.
Et aujourd'hui, à l'échelle de notre galaxie, on pense qu'il y a entre, 6 et 14 nouvelles étoiles, qui sont nouvelles, qui sont nouvellement formées, tous les 100 ans à peu près par siècle. Donc voilà, c'est entre 6 et 14 masses solaires, par siècle d'étoiles. Donc évidemment, la plupart des étoiles qui se forment sont moins massives que le Soleil. Certaines sont beaucoup plus massives, voilà, entre les 2, on a des étoiles de masse, similaires à notre Soleil. Mais c'est ça l'idée. Donc il se forme en permanence, de nouvelles étoiles, dans notre galaxie. C'est pas le cas dans toutes les galaxies d'ailleurs, hein. Il y a des galaxies qui s'appellent les galaxies elliptiques, qui produisent beaucoup moins d'étoiles, que notre galaxie à nous, la Voie lactée, qui est une galaxie en forme de spirale. Donc dans les galaxies en forme de spirale, il se passe des choses dans les bras spiraux de la galaxie, qui se forment des nouvelles étoiles. Par contre, dans les galaxies elliptiques, donc c'est des espèces de boules d'étoiles au mouvement désordonné, et ben, on a beaucoup moins de réservoirs de gaz, pour former des nouvelles étoiles. En tout cas de gaz froid, parce que c'est ça qu'on a besoin pour faire des étoiles. OK. D'accord. Du coup, juste on fait un petit récap. Donc il y a eu le Big Bang. Je trouve ça important de Bien récapituler à sûr, chaque bien fois sûr. parce que c'est en plusieurs étapes. Ah bah, oui, Donc oui, c'est une le belle Big histoire en Bang, plus. création de l'univers. Ensuite, on va avoir l'univers va se refroidir, donc on va avoir les premiers atomes, hydrogène, hélium. On va avoir aussi, les étoiles qui se forment et puis au cœur des étoiles, on a la réaction de fusion nucléaire. À chaque fois, j'ai peur de confondre fusion Mais et tout à fission. fait, tout à fait. Fusion nucléaire où on a, des atomes d'hydrogène qui donnent des atomes d'hélium et de l'énergie. Et Mmh. ensuite, ce qui se passe, c'est que, on va voir en fait que dans l'étoile, il y a une sorte d'équilibre qui se passe. Ouais. Parce que là, je vois peut-être tu peux donner la question Morgane, parce Oui, qu'on c'est Listo on qui demandait: «Est-ce que Sébastien peut nous expliquer l'équilibre hydrostatique des étoiles?» Mais je pense qu'on va y venir puisque c'est tout le oui, sujet, c'est de ça. l'émission. Absolument, absolument. Alors, une étoile, en fait, c'est une Dire. structure qui est constamment en équilibre entre 2 forces qui sont opposées. Donc on a d'un côté la gravitation de l'étoile, donc qui va sous son propre poids, la gravitation va chercher à la faire s'effondrer sur elle-même, hein, parce que elle attire les différentes parties de l'étoile vers le centre. Et puis on a une autre force qui cette fois va chercher à faire éclater l'étoile, c'est les pressions des couches de gaz, qui constituent l'étoile. Donc cette pression, elle est due à l'énergie qui est produite par la fusion au cœur de l'étoile. Donc la fusion produit de l'énergie et cette énergie, elle va servir à pousser sur les couches de gaz de l'étoile et en pratique, il y a un équilibre entre la pression des couches de gaz et la gravitation. En tout cas, tant que l'étoile peut fusionner de l'hydrogène dans son cœur, cet équilibre, il est assuré. Et donc, en pratique, pendant 90 de la vie d'une étoile, du temps de vie d'une étoile, eh bien, cet équilibre, il est assuré. À partir du moment où il y a plus de réserve d'hydrogène au cœur de l'étoile, ou alors que Mmh. cette réserve d'hydrogène est remplacée par de l'hélium qui est beaucoup plus difficile à fusionner, parce qu'il faut des températures beaucoup plus fortes, de Mmh. l'ordre de 100 millions de degrés. Et bah, dans ce cas-là, bah, l'étoile, elle peut plus vraiment gérer cette structure et selon la masse initiale de l'étoile, il va se passer plein de choses dont on va peut-être parler dans les minutes et à venir. Et oui, oui, exactement. Donc il y a un moment, en fait, où la gravité va l'emporter, quoi et du coup, il y a plus de réaction au cœur, de l'étoile. Tout C'est à bien fait, ça? tout à fait. Mmh. OK. Oui, donc déjà, j'aimerais juste mettre un schéma général, en fait, qu'on avait préparé parce qu'il y a 2 types d'étoiles, c'est quand même important de le dire. Il y a celles qui sont tu veux peut-être nous en parler? Ouais, Celles alors qui il y a sont plein de il y plus a plein de massives? types d'étoiles, hein, ça c'est un résumé, Ouais, très, 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 très OK. succinct. Mais, Ouais. en fait, la voilà, déjà il y a les 3/4 des étoiles de la galaxie, elles sont beaucoup plus, petites et moins massives, que notre Soleil. On appelle ça des naines rouges, parce qu'elles sont petites et elles sont rouges par rapport au Soleil, on va dire. Mmh. On a des étoiles comme notre Soleil, donc qui ont entre, la moitié de la masse du Soleil et 8 soleils, en termes de masse. Donc ça, c'est des étoiles qui évoluent un petit peu comme notre Soleil et donc c'est sur l'écran là, c'est à peu près ce qui détermine, ce qui disent que c'est une étoile moyenne. Donc voilà, c'est la mort de notre Soleil va ressembler au parcours de l'étoile moyenne. Et puis on a ce qu'on appelle les étoiles massives, les étoiles qui sont plus massives que 8 soleils et celles-là, elles meurent beaucoup plus violemment que notre soleil, puisqu'elles vont mourir dans des explosions immenses et très violentes qu'on appelle des supernovas ou des supernovae.
Et selon la masse initiale de l'étoile, on va avoir des résidus à la fin, des cadavres stellaires qui vont être de nature différente. Si une étoile a initialement une masse de plus de 25 soleils, elle va donner un trou noir, et si elle a une masse de moins de 25 soleils, entre 8 et 25 soleils, elle va donner une étoile à neutrons. Pour ce qui est d'une étoile comme notre Soleil, hein, je vous fais un spoiler des 10 prochains milliards d'années, une étoile, moyenne comme notre Soleil va finir sa vie en nébuleuse planétaire, donc elle va éjecter lentement ses couches de gaz externes une fois qu'elle aura, une fois qu'elle va arriver au point où l'hélium peut fusionner dans son cœur. En fait, il se trouve que la fusion de l'hélium, c'est quelque chose de très, très instable, et elle va évacuer son énergie par bouffées, et ces bouffées d'énergie, elles vont en fait dilater l'étoile et faire s'éjecter ces couches de gaz externes dans l'espace interstellaire. Et ce qui va rester de ce processus à la fin, c'est un petit cœur qu'on appelle une naine blanche, qui est une grosse boule qui est essentiellement constituée de carbone et d'oxygène, qui fait à peu près la taille de la Terre et qui est extrêmement dense. Dans tous les cas, tout ce qui arrive à une étoile à la fin de sa vie, elle devient un résidu extrêmement dense, ou extrêmement compact plus précisément. Donc ça peut être soit une naine blanche, soit une étoile à neutrons, ou soit un trou noir. D'accord. On a une question de Zygomatix qui demande si tu pourrais nous expliquer ce que c'est le flash de l'hélium. Alors moi, ça me dit rien. Alors, le flash de l'hélium, alors là, c'est peut-être technique et compliqué pour moi. Je me rappelle plus exactement à quoi ça correspond. Par contre, je peux renvoyer, monsieur ou madame Zygomatic à un super livre qui s'appelle Death from the Sky, qui raconte, en détail, et de manière très simplifiée, qu'est-ce qui se passe au cœur d'une étoile quand il y a le flash de l'hélium. Donc là, j'ai juste oublié et j'en suis désolé. Et les étoiles massives sont vraiment bleues comme sur l'image? Ouais, les étoiles massives sont vraiment bleues, ouais. En fait, plus une Ah étoile ouais. est chaude, plus elle est bleue. En fait, notre soleil, elle émet une lumière blanche à peu près. C'est comme une barre de fer, si vous voulez. Quand vous chauffez une barre de fer, vous allez la chauffer au rouge, puis elle va être chauffée au jaune, puis elle va être chauffée à blanc, puis elle va être chauffée à bleu. Et en fait, la couleur d'une étoile, elle est vraiment corrélée à sa température. Donc les étoiles, rouges, elles ont tendance à être plus froides que les étoiles bleues, et c'est un peu l'inverse des robinets, de la couleur des robinets. OK, intéressant. Je pensais pas que c'était bleu à ce point-là, en fait. Et ouais, c'est bleu, c'est bleu. Donc je pensais que c'était encore une vue d'artiste. Bon, alors du coup, là, on n'a toujours pas expliqué, en fait, comment est-ce qu'on crée les différents atomes. Parce que là, on voit d'où vient l'hydrogène, l'hélium. Là, on va aller un peu plus loin sur comment se forment les autres atomes lorsque l'étoile commence à mourir, entre guillemets. Donc Mmh. j'ai le fameux schéma de l'oignon, l'étoile en forme d'oignon. Donc tu vas nous expliquer ça, Tout s'il à te fait. plaît. Alors ce que vous voyez sur l'illustration, c'est, le cœur d'une étoile massive. Donc là, c'est pas juste une étoile, hein, c'est vraiment si vous zoomez dans son cœur et vous faites une coupe de son cœur, de quoi son cœur est constitué. Mhm. Donc là, on est sur une étoile, qui fait, qui fait plus de 8 masses solaires, donc une étoile dite massive. Et en fait, une étoile va passer la majeure partie de son existence à fusionner des noyaux d'hydrogène pour former des noyaux d'hélium. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, son cœur va être constitué essentiellement d'hélium. Donc ce qui va se passer, c'est que, la température de l'étoile va augmenter parce que la gravité va reprendre le dessus, donc ça va comprimer le cœur de l'étoile. Au bout d'un certain point, la température, elle va dépasser les 100 millions de degrés, et à partir de ce moment-là, c'est l'hélium qui va se mettre à fusionner pour donner, naissance à du carbone et de l'oxygène. Et en fait, pour une étoile plus massive, pour une étoile massive, comme plus lourde que 8 soleils, ce qui va se passer, c'est que le cœur de l'étoile va au fil du temps, se transformer en une espèce d'oignon. Elle va avoir une structure en peau d'oignon, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon, avec des éléments qui sont de plus en plus lourds, plus on se ah non, qui sont oui, c'est ça, de plus en plus lourds, plus on se rapproche du centre. Donc au centre, on va avoir au centre d'une étoile comme, voilà, plus massive que 8 soleils, on va avoir du fer, par exemple, et ce noyau de fer, il va être entouré par un noyau, de silicium, enfin par une couche de silicium, ensuite de l'oxygène, du magnésium, du néon, du carbone, de l'hélium, et le reste de l'étoile va toujours être constitué d'hydrogène, parce que c'est ce qui constitue la majeure partie de l'étoile, quel que soit son âge. Mais au centre de cette étoile, très massive, on va avoir un noyau de fer. Et à partir du moment où on a du fer, il va se passer un truc assez violent. C'est que le truc, c'est que alors le fer, c'est à peu près 26 protons. Donc à partir de 26 protons, il va se passer un truc, c'est que pour fusionner les noyaux de fer,
il faut plus d'énergie pour les fusionner que ça n'en génère. Du coup, il va se passer un truc, c'est que, bah, au lieu de repousser sur les couches de gaz, on va absorber de l'énergie et en fait, le noyau de fer, il va s'effondrer sur lui-même, très, très rapidement. En à peine une fraction de seconde, il va passer de la taille d'une planète à la taille d'une ville et c'est un moment très, très violent dans la vie d'une étoile très massive et en pratique, il y a une espèce de vide qui va se former, entre, le cœur de l'étoile qui s'est effondré sur lui-même et les couches de gaz externes de l'étoile et ces couches de gaz vont rebondir sur le cœur de l'étoile et en rebondissant sur le cœur de l'étoile, il va se passer plein de choses très, très violentes qu'on comprend encore mal à l'heure actuelle. Ça va produire des Mmh. particules élémentaires, qui vont, voilà, qui vont faire, que, bah, selon la masse de l'étoile, des phénomènes très différents vont apparaître mais ces couches de gaz vont rebondir et l'étoile va se mettre à éclater de manière très violente dans une explosion qu'on appelle une supernova. Et dans cette explosion, il y aura suffisamment de chaleur qui va être produite pour fusionner tous les éléments plus lourds que le fer. Parce que jusqu'à présent, au cœur de l'étoile, on avait fusionné des éléments jusqu'au fer. On ne pouvait pas fusionner les trucs qui sont au-delà. Donc depuis l'élément 26 jusqu'à l'élément 94, Mmh. tous ces éléments-là, on ne les a pas encore produits. Et une partie de ces éléments va être produite à l'instant même de la mort de l'étoile, parce que la matière va être portée à des températures de plusieurs milliards de degrés. C'est très très violent une supernova, Mmh. c'est plus brillant qu'une galaxie tout entière pendant plusieurs semaines. Donc, il Mmh. faut pas être à côté quand ça arrive. Mais en tout cas, c'est là que se forme, par exemple, l'oxygène de l'air que vous respirez là, il a été produit, au moment d'une supernova, il y a plusieurs milliards d'années. Le fer que vous avez dans votre sang, il a aussi été produit dans ce genre d'explosion d'étoiles et Mmh. heu et donc voilà. Donc ça, c'est et le phosphore de votre ADN aussi. Donc on est littéralement issus de ces résidus d'étoiles. Alors, si on veut être poétique, on peut dire qu'on est des poussières d'étoiles. Si on veut être moins poétique, on peut dire qu'on est des déchets nucléaires. Mais selon votre humeur du moment, vous pouvez dire deux choses qui sont parfaitement véridiques. D'accord et du coup, juste pour rebondir là-dessus, quand l'étoile, s'effondre et qu'elle Mmh. explose en supernova, donc il y a tous les éléments en même temps qui sont libérés dans le milieu interstellaire? Alors Comment tous ça les se passe? éléments qui ont été, fusionnés, pendant toute la vie de l'étoile, ainsi que les nouveaux éléments qui ont été créés lors de l'explosion, vont être Mmh. dispersés dans le milieu interstellaire et en fait, ça va enrichir le milieu interstellaire en d'autres éléments Mmh. et cet enrichissement va servir pour la prochaine génération d'étoiles à faire de nouvelles étoiles qui sont de plus en plus enrichies en éléments lourds et en fait, voilà, on a plusieurs générations d'étoiles, comme ça et Du coup, il donc y a des un jour, étoiles qui sont notre formées. soleil est né il y a à peu près, 4,6 milliards d'années à la suite de ce processus. Donc il y a un espèce de processus de recyclage cosmique, où les explosions des étoiles passées servent à déstabiliser les nébuleuses pour former les nouvelles, générations d'étoiles. Et Mais au donc il y a fi des étoiles qui sont formées à partir d'éléments lourds? Bah, alors pas d'éléments complètement lourds parce que la plupart des éléments dans l'univers, c'est quand même de l'hydrogène et de l'hélium, hein. En termes d'abondance, c'est vraiment, c'est 73 d'hydrogène et 25 d'hélium et donc c'est à partir des 2 on a tous les autres éléments du tableau périodique. Mais voilà, on n'a Mais pas, suite à une explosion de supernova, je veux dire. pardon? Suite à une explosion de supernova? Ouais? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Eh bien, du coup, on a une dispersion d'éléments nouvellement créés, donc des Ouais, éléments lourds tout à fait. et dans lequel peuvent se former de nouvelles étoiles. Oui, à partir duquel peuvent se former des nouvelles étoiles. Alors, ces éléments lourds, ils vont se mélanger avec, les éléments beaucoup plus légers et en fait, en pratique, c'est ces éléments les plus légers qui vont faire essentiellement faire des étoiles, mais l'étoile sera quand même un peu plus enrichie. Donc, par exemple, si vous regardez, la composition chimique des étoiles, des nouvelles étoiles, elle va être en particulier enrichie, en éléments lourds par rapport à des étoiles plus jeunes, enfin plus vieilles, pardon, qu'on observe, bah, si on regarde des étoiles très, très lointaines, parce que plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde dans le passé, à cause de la vitesse de la lumière qui est finie. Donc plus vous regardez loin, plus la lumière a mis un temps, long pour parvenir à vos instruments. Et l'idée, c'est que si on regarde des étoiles qui sont extrêmement vieilles, qui se sont formées, qui font partie des premières générations d'étoiles, et ben, ces étoiles, elles vont pas du tout contenir dans leur atmosphère voilà, des éléments plus lourds que l'hydrogène ou de l'hélium, ou en tout cas très, très peu. Et le Soleil dans tout ça, c'est plutôt une étoile, qui est
âgées ou plutôt jeunes? Parce qu'au final, il y a que de l'hélium et de l'hydrogène dans son Alors, cas. il y a pas que de l'hélium et de l'hydrogène, hein. Il y a si vous OK. en fait, on peut regarder le spectre du soleil. Donc c'est-à-dire qu'on Mmh. peut regarder la lumière du soleil, la disperser, avec un prisme et regarder l'arc-en-ciel qui en résulte et Mmh. cet arc-en-ciel, il est strié de plein de petites raies sombres qu'on appelle des raies d'absorption et en fait, OK. ces raies d'absorption, elles absorbent des couleurs très, très, spécifiques et on arrive comme ça à savoir la composition chimique des astres qu'on observe à distance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la spectroscopie et si vous tapez, sur, Google Images, spectre du soleil, vous allez avoir un magnifique arc-en-ciel avec des petites traits noirs, qui le strient et ça, c'est très joli, mais pour les astronomes, ça leur permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère d'une étoile. Donc en pratique, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Notre soleil, il a environ, 4,6 milliards d'années, donc il est, relativement jeune par rapport à d'autres étoiles, mais il n'est pas, tout jeune non plus. C'est une étoile qui a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années, donc elle est en milieu de vie, on va dire, à l'heure actuelle et voilà, elle va continuer à fusionner son hydrogène pendant encore quelques milliards d'années avant d'épuiser sa réserve et de finir sa vie en nébuleuse planétaire et en naine blanche, du coup. Je voulais D'accord. juste enfin, je sais qu'on a des questions, mais je voulais juste préciser un petit point et comme ça après on on passe aux questions. Est-ce qu'on peut, au niveau de l'image là, la structure en oignon, Mmh mh. est-ce qu'on est d'accord, pour dire qu'en fait, plus on va vers le noyau, donc plus Ouais, les atomes sont lourds, tout à plus fait. leur, «fabrication», «création» entre guillemets est rapide? Oui, Et c'est absolument, ça que absolument. j'ai vu, et c'est plus de plus en plus chaud et de plus en plus rapide, comme si la machine elle s'emballait quoi, enfin. Exactement et du coup, la fusion, du fer, en tout cas à partir du moment où on a du fer, là, on est sur des échelles de temps qui se comptent en fractions de secondes. Donc on est vraiment sur des Mmh mh. échelles de temps très, très courtes. Donc tous les éléments qui sont créés au-delà du fer dans l'explosion d'une supernova et ben, Mmh. ça va se produire en quelques jours, quelques mois, ce qui contraste énormément avec les millions d'années, d'existence de telles étoiles. Il faut savoir que plus une étoile est massive, plus sa vie, elle va être brève parce que les Mmh. taux de réaction, nucléaire qui sont dans son cœur vont s'emballer à mesure qu'il y a de plus en plus de masse et donc Mmh. voilà, une grosse étoile va vivre beaucoup, moins longtemps qu'une petite étoile Mmh. et pour vous donner un ordre d'idée, les étoiles les plus massives qui font à peu près, plusieurs centaines de fois la masse du Soleil, elles vont avoir des durées de vie qui se comptent en millions d'années. Donc Mmh. 1 000 000 d'années à des échelles de temps géologiques, ça reste très, très court. Par Mmh. contre, les étoiles les moins massives, les naines rouges, elles vont avoir tendance à vivre plutôt des centaines, voire des milliers de milliards d'années. À tel point que, l'univers, il a 14 milliards d'années, donc on n'a toujours pas vu de naine rouge qui est morte aujourd'hui. Heu, L'univers est juste trop jeune pour pouvoir voir, la fin de la vie d'une étoile naine rouge Mmh. OK, et et là je ça, c'est ouf. OK, puis j'aimerais juste préciser un petit point encore, désolée, il y a juste tellement de trucs trop intéressants à Mais dire oui, sur le sujet. absolument. C'est qu'en fait ça, ce schéma-là, ça s'applique aux étoiles massives, mais aussi mais pour les étoiles qui sont plus petites comme le Soleil, est-ce que ça va jusqu'au fer ou est-ce que ça s'arrête avant les réactions? Non, ça s'arrête bien avant, alors je Mmh. sais plus à quoi ça s'arrête, je crois que ça s'arrête à l'azote, Ah, moi j'avais dans vu le cas du soleil. Mais OK. tu as peut-être un autre, Moi j'avais vu carbone moi, mais ouais, bah, en fait, carbone et azote sont mmh. produites à peu près dans le même type de réaction. On appelle ça OK. le cycle CNO, donc le cycle carbone, azote, oxygène. Donc si vous voulez Mmh. regarder sur Wikipédia, hein, tout ça, c'est des trucs qui sont assez techniques et complexes. Donc là, je résume, grossièrement, mais c'est ça l'idée. Le carbone, l'azote et l'oxygène sont produites à peu près dans les mêmes, cycles de réaction Mmh. et OK. voilà. OK. Une question de Dark Astro qui demande: «Est-ce que les géantes bleues ou massives peuvent, devenir des hypergéantes rouges?» Est-ce qu'il est Les géantes bleues ou massives peuvent-elles devenir des hypergéantes rouges? Alors ça, c'est un peu trop non, je sais pas. C'est un peu trop complexe pour moi comme question, un peu trop technique, je pense, il faudrait que j'ai le diagramme sous les yeux. Parce que oui, on classe les étoiles selon leur température, et donc on a plusieurs types d'étoiles selon leur température de surface. Mais la fin de la vie d'une étoile, en fait, ça dépend de plein de facteurs très différents qui vont de, sa composition, chimique, donc la fraction d'éléments lourds qu'elle a dans sa structure. Ça va dépendre de sa masse initiale et bon, ça dépend à peu près de ça. Et mais en fait, on a plusieurs types d'évolutions possibles selon ces différents paramètres. OK. Callisto demande: «Pourquoi on ne passe pas par des étoiles vertes entre les rouges et les bleus?» Ah, bah, ça, c'est dû au fait que, en fait, les
En fait, voilà. Il y a un concept qu'il faut comprendre en physique qu'on appelle le corps noir. Le corps noir, c'est une notion un peu abstraite. En fait, c'est un objet qui est purement théorique, oui, bonjour le chat. C'est un objet purement théorique qui va absorber tous les types de rayonnements qui lui arrivent et qui va rayonner tous les voilà, ça va, vous avez compris. Je sais pas le nourrir, voilà. Bref, et donc il va rayonner, tous les types de rayonnements qu'il va recevoir, qu'il va absorber et en fait, en pratique, un corps noir, ça émet plein de rayonnements dans plein de longueurs d'onde différentes, donc dans toutes les couleurs du spectre électromagnétique, depuis, les ondes radio jusqu'aux rayons X et gamma et en fait, ça va rayonner de manière thermique, donc c'est comme une barre de fer, en fait et comme la même manière donc quand vous chauffez une barre de fer, elle va jamais devenir verte, elle va devenir blanche, elle va devenir bleue, elle va devenir rouge, elle va devenir jaune, mais elle va jamais devenir verte et ben, c'est les mêmes raisons, voilà. Je sais pas si OK. c'est très, très clair, mais je suis déconcentré par le chat, c'est de sa faute. On a une remarque de Dark Astro qui nous dit, qu'un moyen mnémotechnique pour se souvenir des classes des étoiles et du Mmh. diagramme HZ. Alors moi, je sais pas du tout à quoi ça fait référence. Alors, donc Mmh. oui, donc comme je disais, on classe les différentes étoiles voilà, selon soit leur température, soit, les éléments chimiques qu'elles ont dans leur atmosphère et donc on a, selon la température, des étoiles O qui vont être des étoiles très, très lumineuses, très, 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 chaudes. Ensuite, on aura les étoiles B qui sont un peu moins lumineuses, un peu moins chaudes, les étoiles A, les étoiles F, K et M. Donc les étoiles M, c'est les naines rouges dont je vous parlais, tout à l'heure, donc c'est les petites étoiles très, très froides dont la température de surface est beaucoup plus froide que celle du Soleil. Et en fait, les astronomes, pour retenir ces classes d'étoiles, ils utilisent un petit moyen mémotechnique donc, qui s'appelle observez bien au firmament grandiose kaléidoscope multicolore. Ce qui est une phrase mémotechnique assez difficile. Moi, la manière dont on me l'avait appris, c'était une manière vachement plus sexiste avec le recul. Dans les années 50, les astronomes ils disaient Oh, be a fine girl and kiss me. Ce qui est Ah oui, carrément. mémotechniquement parlant beaucoup plus facile à retenir, mais peut-être un peu plus problématique aujourd'hui. Donc je recommande pas celle-là. Donc on va plutôt recommander celle Observez bien au firmament grandiose, kaléidoscope multicolore. Voilà. OK. Et on avait une question, alors je sais pas à quel moment de la conversation c'était, mais de Zygomatix qui demandait: «Au carbone et à l'oxygène?» point d'interrogation, mais Je pense Oui. que c'est la fin des non, mais à mon avis, je pense que c'était, quand on parlait des étoiles, des petites étoiles qui Mmh. s'arrêtaient, enfin quand la réaction s'arrêtait au carbone et à l'oxygène, je Ah pense que oui, c'est à ça peu qu'il près, ouais, c'est ça. c'est ça Pour les qu'il petites voulait dire. étoiles, ouais, c'est le cas. OK. Du coup moi là, j'avais alors une question, pourquoi ça va pas au-delà de 94, Ah, ça protons? peut aller au-delà de 94, hein, par exemple, une étoile à neutrons, on peut voir ça comme un énorme noyau d'atomes parce qu'il contient énormément de neutrons, et donc il y a des protons et des neutrons, qui sont voilà, il y a quelques protons, qui sont dans cette espèce de boule, de neutrons qui fait à peu près, 12 kilomètres de diamètre, donc la taille de Paris intra-muros, si vous voulez. Donc vous avez un truc comme ça, qui constitue le cœur, d'une étoile massive en fin de vie. Et ça, on peut le voir comme un énorme, noyau d'atomes de 12 kilomètres de diamètre, si vous voulez. Donc il y a pas vraiment de limite de taille à des noyaux d'atomes, hein. C'est juste qu'à partir d'un certain nombre, bah, plus vous mettez des protons, plus les protons, ils vont se repousser, entre eux comme des aimants et du coup, c'est de plus en plus difficile de former des atomes, plus lourds. Voilà. Mmh. Et du coup, en fait, je voulais citer une phrase de ton livre, Ouais. parce qu'à un moment tu dis: «Les supernovas ne suffisent pas à expliquer l'origine de l'intégralité des éléments plus lourds que le fer dans l'univers». Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, car, l'histoire se complique encore plus. Il se trouve que pour expliquer l'origine des éléments les plus lourds, comme, par exemple le platine, l'or, l'uranium et cetera, il faut invoquer des événements qui sont encore plus violents ou de manière différemment violents, que les supernovas, Mmh. et qui impliquent des couples d'étoiles. Donc imaginez par exemple que vous ayez 2 étoiles à neutrons, donc 2 résidus, d'étoiles très, très massives qui orbitent l'une autour de l'autre. En faisant ça, elles vont perdre de l'énergie, de manière, gravitationnelle et donc elles vont finir par spiraler l'une vers l'autre, se rapprocher au fil du temps et au bout d'un moment, elles vont finir par collisionner entre elles. Donc ça arrive, très rarement, hein, 1 fois tous les 10 000 ans à peu près, je crois, si je me souviens bien, faut vérifier dans mon livre. Lorsque ces collisions, se produisent, on a une explosion géante qu'on appelle une kilonova.
Et dans une kilonova, on arrive à produire énormément d'éléments très, très lourds. On pense aujourd'hui à que la plupart des éléments les plus lourds de l'univers sont produits lors de ces collisions d'étoiles, de résidus d'étoiles massives. Donc ça, par exemple, l'or que vous avez sur vos bijoux, je regarde si le chat il saute pas par la fenêtre. L'or que vous avez dans vos bijoux, le silicium que vous avez dans les puces informatiques, le platine qui forme les trophées de platine. Enfin, je sais pas ce qu'on je sais pas ce qu'on a dans le en termes d'objets qui sont constitués de platine. Ou peut-être certaines prothèses de dents, je crois. Je sais plus. Et ben, tout ça a été forgé dans des kilonovas, en fait, dans des explosions qui correspondent à des collisions entre des résidus d'étoiles très massives, qui ont eu lieu il y a très très longtemps et qui ont été euh, dispersés dans l'espace interstellaire et recaptés par la gravité de notre Soleil et qui sont arrivés sur Terre plusieurs milliards d'années après. Donc ça, c'est une très très belle histoire, hein. On est issu à la fois des événements les plus primordiaux que l'univers a à offrir, en tout cas tel qu'on le comprend aujourd'hui, mais on est aussi issu d'événements très très violents qui sont l'explosion d'étoiles très très massives, la dispersion, enfin, l'effeuillage d'étoiles similaires à notre Soleil et des collisions d'étoiles, des collisions entre deux étoiles qu'on appelle des kilonovas. Et donc ça, c'est très, très beau. Alors il y a d'autres processus, je ne sais pas si on aura le temps de les mentionner, mais en tous les cas, on peut résumer toute cette histoire cosmique dans un grand tableau de Mendeleïev, donc avec tous les éléments chimiques qui nous constituent ou qui ne nous constituent pas. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Catherine Johnson, hein, non, Jennifer Johnson, qui est une astrophysicienne américaine qui s'est amusée à reproduire les différentes origines cosmiques de la manière la plus récente, enfin, voilà, à l'état actuel des connaissances, en gros, de d'où viennent tous ces atomes. Donc voilà, l'essentiel de l'hydrogène et l'hélium vient du Big Bang, l'essentiel du carbone vient d'étoiles similaires à notre Soleil qui ont éjecté leur couche de gaz externe de manière un peu douce. L'essentiel de l'oxygène et du fer qu'on a est issu des supernovas, et l'essentiel de l'or, du platine est issu de la fusion entre plusieurs étoiles à neutrons. Donc c'est une très très belle histoire, une histoire qui est très très complexe et qui commence à peine à être décortiquée par des astronomes, par des physiciens nucléaires et par des gens qui sont dans une discipline qui s'appelle l'astrophysique nucléaire et qui cherchent à reproduire tous les chapitres de cette histoire avec tous les protagonistes possibles. Et certains des résultats qu'on a, ils sont très très récents, hein, ils datent de plus de... par exemple, les collisions d'étoiles à neutrons, on arrive à les observer avec les frémissements de l'espace-temps qu'elles émettent lorsque les deux étoiles à neutrons se rapprochent mutuellement les unes des autres. Donc ça fait trembler l'espace-temps et on arrive à les détecter depuis 2015. Et donc depuis 2015, on arrive à contraindre un peu mieux les modèles sur l'origine de l'or et du platine de l'univers notamment. Et en tout cas des éléments beaucoup plus lourds que le fer. Et c'est une histoire qui est très très belle, qui a commencé à peu près dans les années 40-50. Et on commence aujourd'hui à avoir un tableau qui est presque complet sur l'origine des éléments chimiques de l'univers. Il y a encore beaucoup de travail, évidemment. Tous ces modèles ne sont pas complètement fiables pour le moment. Mais d'ici les années à venir, d'ici les décennies à venir, je pense qu'on aura une très très belle histoire des éléments de notre corps et de l'histoire de l'univers, hein, tout simplement. On refait le point dans 5 ans alors. On refait le point dans 5 ans, exactement. Il y aura peut-être de Même nouveaux émission. processus, on ne sait pas. On avait quelques questions. Le vrai Fenkis qui demande 10 000 ans dans l'univers ou la galaxie. Alors, à quel moment? Alors 10 000 ans, 10 000 ans, 10 000 ans... 10 000 ans, j'ai oublié dans quoi je parle de 10 000 ans. Pardon. Moi aussi, il y a tellement d'infos là. C'est une histoire qui est un peu dense, hein, je suis désolé. Est-ce qu'on a déjà estimé une distance minimum pour qu'une supernova ne mette pas en danger la vie sur Terre? Ouais, c'est quelques milliers d'années-lumière environ. Donc une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc si vous êtes à moins de quelques milliers d'années-lumière d'une supernova, ça chauffe pour vos fesses. Par contre, rassurez-vous, il n'y a pas de supernova à moins de plusieurs milliers d'années-lumière. Donc tout va bien. On est à l'abri à ce niveau-là. Ouais. Étant donné que l'étoile la plus proche, elle est située à 4 années-lumière de nous. Tout à fait. Mais c'est une naine rouge, donc on a encore quelques milliers de milliards d'années, tout va bien. Les 10 000 ans, c'était pour les kilonovas. Les 10 000 ans, c'était pour les kilonovas. Contexte. 10 000 ans dans l'univers ou la galaxie? Je ne sais Non. pas. Ah oui, pardon, oui, tout à fait. C'est une explosion tous les 10 000 ans pour les kilonovas. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Tout à fait. Bien vu.
Est-ce qu'il existe des systèmes à 3 étoiles? Demande Zygomatix. Alors oui, il existe des systèmes à 3 étoiles. Bah, d'ailleurs, le système le plus proche de notre Soleil, donc Proxima du Centaure, fait partie d'un système triple, donc de 3 étoiles. Donc il y a Alpha du Centaure, A et B, et puis Proxima qui lui tourne autour. Il y a aussi des systèmes quadruples, des systèmes quintuples, des systèmes. On a même des systèmes, voilà, on a même des Quintuple. amas d'étoiles qui sont liés entre eux par leur gravité, qui peuvent compter des centaines de milliers d'étoiles. Voilà, on appelle ça des amas globulaires. C'est des grosses boules d'étoiles qui comptent des centaines de milliers de soleils. Donc c'est assez magnifique à regarder, hein. Si vous regardez des images du télescope Hubble, vous allez voir, tapez amas globulaire, vous allez tomber sur des très très belles images. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres petites questions? Et on Ou a des même points? découvert des planètes, hein, qui sont dans des Ah. systèmes doubles, des systèmes triples et des systèmes quadruples. Donc je crois qu'en 2019, on avait découvert une planète qui orbitait autour d'une étoile qui se situait dans un système quadruple. Donc ça, c'est assez fou. Donc C'est fou. vous imaginez voilà, Mmh. le lever de soleil sur Tatooine dans Star Wars, bah, il y a vraiment des Ça, gens, c'est fou. enfin j'espère qu'il y a des gens qui vivent ça vraiment dans l'univers. C'est fou la diversité des systèmes quand même, Ouais, c'est très, très solaires qui beau. existent. Mmh. Est-ce qu'on a d'autres points? Non, rien OK, d'autre. d'accord. Bah, du coup, en fait, là, on a vu, en fait, comment se formait, la majorité des atomes, si ce n'est tous les atomes, sauf ceux qui sont produits en laboratoire par les humains, du coup. Mmh. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Une fois que ces, atomes sont, éjectés dans le milieu interstellaire, comment est-ce qu'ils se retrouvent, en fait, dans les planètes? Comment ça se fait que sur Terre, on a, plein d'atomes différents? D'où ça vient, Ouais. en fait? Alors d'où ça vient? Eh bah, ça vient des nébuleuses, voilà, donc quand vous avez, voilà, ces supernovas, c'est tous ces processus qui éjectent de manière un peu aléatoire, tous ces nouveaux éléments, qui vont se disperser dans le milieu interstellaire. Il y a une étoile qui va se former, qui va agglomérer de la matière à un endroit. Autour de cette nouvelle étoile va se former un disque de matière qu'on appelle un Mmh. disque protoplanétaire, et dans ce disque, qui est un disque de gaz et de poussière, et ben, vont se former des planètes qui vont un petit peu, voilà, nettoyer toute cette poussière, tout ce gaz pour former, des nouvelles structures, donc des structures à l'échelle de planètes. Donc d'abord, il y aura des grains de poussière, puis des, objets de quelques centimètres, puis des objets de plusieurs centaines de kilomètres, puis qui vont collisionner et fusionner pour former des planètes, et c'est comme ça que ces éléments se retrouvent, dans les planètes plus tard. OK. Et ce que j'avais envie de savoir aussi, c'est qu'est-ce qui deviennent, en fait, nos atomes lorsque nous mourons ou lorsque les planètes explosent ou ce genre de choses? Alors, quand nous mourrons, nos atomes, ils sont libérés, et qui sont utilisés par la biodiversité, ambiante, hein, tout simplement. Ils vont être réutilisés par, tout ce qui nous mange, en gros, donc les petits vers, les petits asticots, Mmh. plein de trucs très sympathiques. Mais voilà, la matière organique, du vivant, elle se recycle depuis l'apparition de la vie il y a environ 3,8 milliards d'années. Mais voilà, il y a à peu près les mêmes, les atomes que vous avez, ils ont probablement fait partie d'un tigre à dents de sable, il y a plusieurs millions d'années, enfin plusieurs dizaines de millions d'années. Ils ont probablement fait partie, d'un T-rex, ils ont probablement fait partie, d'un volcan, voilà, de plein de choses qui se passent dans la machinerie, terrestre, qui, recyclent un petit peu tous ces matériaux depuis des milliards d'années. Donc voilà, il se passe plein de choses. C'est difficile de résumer l'histoire de la Terre, qui compte, 4,5 milliards d'années en, quelques phrases, mais en gros, tous les atomes que vous avez ont vécu une vie de ouf. Je pense que c'est le message principal de cette petite intervention. Heu, donc voilà, vous avez connu des choses beaucoup plus épiques. En tout cas, vos atomes ont connu des choses beaucoup plus épiques que ce que vous pensez, et je pense que c'est une belle leçon Mmh. de découvrir ça maintenant, aujourd'hui. Les atomes sont toujours réutilisés quoi qu'il arrive, en fait. Ils peuvent Oui, pas, tout à fait. être, complètement détruits, par exemple, désintégrés. Non, ils vont se Alors, retrouver dans les atomes, ils sont assez stables. Quand on chauffe de la matière de manière très, très chaude, on peut éjecter des électrons, des atomes. Ça, mmh on mh. fait ce qu'on appelle de la matière ionisée ou des gaz ionisés. Donc on va Mmh. transformer un gaz, par exemple, en le chauffant. Les électrons, ils vont se libérer de leurs atomes et ils vont baigner dans une espèce de mer d'électrons. On appelle ça un plasma. Et donc si on peut encore chauffer la matière, encore plus pour faire en sorte que, bah, voilà, les noyaux d'atomes s'éclatent en leurs protons et neutrons élémentaires. On appelle ça une fission nucléaire. C'est ce qui se passe dans une bombe nucléaire ou dans une centrale nucléaire, à fission.
On peut encore aller plus loin dans l'accélérateur de particules au CERN, le LHC, Mmh. parce que le LHC porte la matière à plusieurs dizaines de milliards de degrés pendant une fraction de seconde infinitésimale. Et en fait, les protons et les neutrons, ils sont constitués de petites particules qu'on appelle des quarks, qui forment des assemblages de 3 particules et donc et qui en fait sont impossibles à démêler les uns des autres. Et il se trouve que dans, les conditions infernales qu'on arrive à générer dans nos accélérateurs de particules les plus puissants comme le CERN, le LHC, et bien on arrive à temporairement, faire bouger ces quarks dans un volume plus grand qu'un proton. On appelle ça un plasma de quarks et de gluons, parce qu'elle est constituée de particules élémentaires qu'on appelle des quarks et qu'on appelle des gluons. Et ça, c'est assez stylé aussi, mais ça, c'est des conditions qui existaient au tout début de l'histoire du cosmos, donc dans les premiers, milliardièmes de seconde. Après les quarks se sont ont formé des structures et se sont réunis par 3 et ont formé, des atomes, enfin des noyaux d'atomes, en tout cas des protons et des neutrons. Et ces protons et ces neutrons ont formé des noyaux d'atomes. OK. Du coup, en fait, il y a une belle conclusion aussi dans ton livre, un petit schéma qu'on a mis à l'écran, qui rappelle en fait d'où viennent les atomes qui Ouais. constituent notre corps, quoi. Donc, il y a une petite partie du Big Bang. Là, c'est en tout petit, moi, j'arrive pas à lire, mais je te laisse commenter. Alors oui, oui, vous avez, voilà, presque 10 de votre masse, qui provient du Big Mmh. Bang, hein, ce sont vos atomes d'hydrogène et puis le reste des atomes, bah, vous avez, voilà, presque les 3/4 de vos atomes qui proviennent de l'explosion de supernovas, donc d'étoiles très, très massives. Vous Mmh. avez, 1 de vos atomes qui correspondent à des explosions de naines blanches, donc c'est des résidus d'étoiles comme notre soleil qui éclatent, lorsqu'elles aspirent trop de matière à partir d'une voisine. Et puis vous avez voilà 16 à peu près de vos atomes qui proviennent d'étoiles de faible masse en fin de vie, donc d'étoiles similaires à notre soleil qui éjectent lentement leur couche de gaz. Ça donne des très, très belles structures et à la fin on a des naines blanches. OK. Et Et du donc coup, voilà. tous les atomes, et je pense que ce sera ma dernière question à moi, mais tous les atomes sont formés dans les étoiles. Il n'y a pas d'autres structures célestes. À part l'hydrogène et l'hélium pour le coup. Ah oui, voilà, OK. Qui est Et le uniforme. lithium qui se forme un petit peu, au tout début de l'histoire de l'univers, mais qui existe à l'état de trace, donc à très, très petite quantité, par rapport au reste, quoi. OK. Mais le lithium de votre batterie, de téléphone est aussi produit, dans les conditions de l'univers primordial, donc réfléchissez-y de temps en temps quand vous avez des problèmes de batterie. OK. OK. Mmh. Il me reste quelques questions à traiter de monsieur Pib, MR Pib. De manière similaire à une kilonova, une fusion de 2 trous noirs crée-t-elle de nouveaux éléments? Eh ben non, elle On crée vient pas de nouveaux éléments parce qu'un trou noir, eh ben, ça attire de la matière. En fait, un trou noir, c'est une région de l'espace-temps, tellement compacte, tellement dense que, même la lumière ne peut pas s'en échapper, donc elle a une forte attraction gravitationnelle et tout ce qui rentre dans un trou noir ne peut pas sortir. Donc si vous avez 2 trous noirs qui fusionnent l'un avec l'autre, ça va juste donner un plus gros trou noir. Il n'y a pas de matière qui va être éjectée, dans l'espace. Zygomatix demande: «C'est quoi une naine noire?» Alors une naine noire, c'est vous prenez une naine blanche, donc ce qu'il y a à la fin de la vie d'une étoile comme le Soleil et vous la laissez refroidir pendant plusieurs, dizaines, centaines, milliers de milliards d'années et donc cette naine blanche, elle rayonne parce que, c'est sa chaleur résiduelle qu'elle rayonne et elle va progressivement refroidir jusqu'à donner une naine noire, donc une espèce de grosse boule noire de la taille de la Terre qui va être complètement inerte jusqu'à la fin de l'univers. OK. Doc Pépère nous fait la remarque qu'on devient du pétrole pour les futures générations. Oui, alors les conditions de pétrolisation, elles sont assez spécifiques en pratique. Donc c'est difficile de devenir du pétrole, en fait. Ah mince, c'était mon projet d'avenir. Bah, Eh du bah, coup, oui, je suis désolé, hein, dommage. Et Zimloun demande: «Le fameux boson de Higgs est un quark du coup?» Non, c'est un boson. C'est un boson, c'est-à-dire une particule qui porte les interactions, fondamentales, de la même manière que le photon est une particule, qui porte la force, électromagnétique. Bah, le boson de Higgs, il porte, lui aussi une interaction fondamentale. Et en pratique, ce boson de Higgs, il sert à, donner leur masse à des particules, élémentaires, comme les protons et les neutrons. Donc ça, c'est plutôt stylé. Alors ça va un petit peu au-delà de mes compétences, sur le sujet parce que j'ai pas révisé, mais c'est pas un quark, c'est un boson. Et question pertinente de Ikikomari, parce que spoil, je travaille sur les trous noirs cette semaine pour la prochaine édition de Brief Science. Super. N'a-t-on pas appris la semaine dernière qu'un trou noir pouvait rejeter de la matière également?
Ah! Alors très bonne question. Alors, un trou noir en lui-même, il éjecte pas de matière. Il attire de la matière. Par contre, autour d'un trou noir, vous pouvez avoir un disque de matière parce que, bah, voilà, vous avez une étoile qui passe à côté et ben, l'étoile, elle va, se faire attirer par le trou noir et certaines des couches externes de l'étoile vont s'enrouler autour du trou noir et former un espèce de disque qu'on appelle un disque d'accrétion. Et les couches externes de ce les couches de gaz de ce disque vont en fait frotter les unes sur les autres et ça porte la matière à des très, très hautes températures, donc environ, 10 000 000 de degrés si vous voulez. Donc ça rayonne énormément et ça forme en fait l'image qu'on a vue de Sagittarius, la star, d'il y a quelques jours là, c'est ça qu'on observe. On observe ce disque d'accrétion autour du trou noir qui entoure une espèce de région sombre qu'on appelle l'ombre du trou noir. Donc au centre, on a le trou noir. Autour, on a un disque de matière et dans ce disque de matière, en général, ce qui va se passer, c'est que un trou noir, ça a un champ magnétique et le disque de matière, il a un champ magnétique aussi, comme un gros aimant et en pratique, ce champ magnétique, il va guider la matière qui vient des régions centrales du disque vers les pôles de rotation du trou noir et ça va former des immenses jets de matière qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière et qui sont assez incroyables, hein. C'est des vrais sabres laser cosmiques qui peuvent être parfois plus grands qu'une galaxie tout entière et ces jets de matière, bah, là on parle d'éjection de matière effectivement. On peut observer ça dans plein de galaxies, voilà, dans plein de galaxies qu'on appelle des galaxies actives ou des galaxies à noyau actif et donc dans ces galaxies, on observe des jets de matière qui vont beaucoup plus loin que leur galaxie d'origine. C'est notamment le cas, pour, M87 qui est une galaxie elliptique, donc une grosse boule d'étoiles et au centre de cette grosse boule d'étoiles, vous avez un immense trou noir de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil et autour de ce trou noir, vous avez un disque de matière et des jets de matière qui sont émis à des millions et des millions d'années-lumière et c'est très, très beau à voir et je vous conseille ou alors vous avez une autre galaxie qui s'appelle Centaurus A qui est vraiment l'objet, si on pouvait regarder les en ondes radio dans le ciel, ce serait le plus gros objet du ciel nocturne. Il serait énormément plus gros que la Lune et en pratique, ce sont ces jets de matière qu'on observerait, qui émergent du centre de la galaxie, pour aller beaucoup plus loin. Donc oui, un trou noir peut éjecter de la matière, mais pas juste avec le trou noir. Il lui faut de la matière autour qui, s'agrège au et qui est focalisée, à ses pôles. Et Urushiyowa demande de quoi sont composés, ces jets quand ils refroidissent? Est-ce que c'est juste des particules élémentaires? Alors c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, hein, avec, voilà c'est du plasma, donc c'est des noyaux d'atomes et des électrons qui se baladent, librement et parce que la matière elle est portée à des températures très, très fortes. Mais quand ils se refroidissent, ça reforme des atomes et donc des gaz atomiques. Heu, donc il y a essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, ouais. Et le vrai Venkiz demande: «Qu'est-ce que le rayonnement du trou noir?» Alors, est-ce qu'on parle d'autre Alors chose? ça, c'est un autre truc encore, c'est, C'est plus Stephen Hawking qui prédit dans les années, 70, qu'un trou noir, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à présent, un trou noir, ça peut rayonner. Ça peut, heu, emprunter de l'énergie, au vide et en pratique, un trou noir, ça meurt, en fait. Jusqu'à présent, on pensait que les trous noirs, ça pouvait juste grossir et que ça restait là pour l'éternité et Stephen Hawking a montré que, bah, dans sa théorie, un trou noir, ça devient de plus en plus petit. Au fil du temps, alors de manière, très, très lente, hein, il faudrait attendre l'âge de l'univers, ou voire 10 puissance 100 ans pour que les plus gros trous noirs de l'univers, se voilà, finissent par disparaître. En pratique, ils explosent au fil de leur vie. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On n'en a jamais vu qui explosent jusqu'à présent, mais c'est ce que prédit la théorie et l'idée, c'est que voilà, vous avez, un trou noir peut devenir de plus en plus petit et comment il fait ça? Et bah, il fait ça en émettant de l'énergie. En fait, ce que nous dit, Stephen Hawking, c'est que le vide, de l'espace, il est pas exactement vide et le vide, il y a de l'énergie qu'on appelle voilà comment on appelle ça déjà? De l'énergie du point zéro, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne suis plus sûr de moi, mais l'idée c'est que voilà, il y a une espèce d'énergie, qui est pas nulle, dans le vide de l'espace et un trou noir peut se servir de ce vide. Donc ce vide, on peut le voir comme des particules enfin cette énergie, on peut le voir comme des particules et des antiparticules qui émergent et qui recollisionnent en permanence, dans l'espace et en fait, à la limite d'un trou noir, donc ce qu'on appelle dans son horizon des événements et ben, certaines de ces paires de particules, antiparticules qui vont être créées il y en a une qui va tomber dans le trou noir et l'autre qui va être libre et à partir de ce moment-là, c'est comme si le trou noir, volait de l'énergie
et devenait de moins en moins massif. Et alors qu'il devient de moins en moins massif, il émet un rayonnement très très faible qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking et qui est aujourd'hui indétectable par nos meilleurs télescopes actuels. Donc pour l'instant, ça reste très théorique, ça reste une prédiction de la théorie de Stephen Hawking, mais c'est une belle prédiction et ce serait bien qu'on arrive un jour à la vérifier, quoi. Alors, je crois que le sujet des trous noirs intéresse vachement. Ah bah Parce oui, qu'on a c'est d'autres toujours, questions qui sont arrivées. On va toujours le prendre top la 1 de dernière. l'intérêt des gens. Ouais, on va faire une émission spéciale trou noir, je pense. Oui. Et heureusement que le sujet principal, c'est les trous noirs la semaine prochaine. Donc, Dark Astro demande, c'est des quasars, des quasars. Je sais Oui, pas. des quasars. Quasar, ça vient de quasi-stellar object. Donc c'est dans les années 50, je crois, qu'il y a un astronome américain qui s'appelle Martin Schmitt qui observait une petite étoile bleue dans le ciel. Et il se trouve que cette étoile bleue, elle émettait beaucoup de rayonnements radio, dans les ondes radio. Donc c'était pas une étoile. En pratique, c'était un cœur de galaxie, donc un trou noir au centre d'une galaxie qui émettait des jets de matière. Et donc ces jets de matière, en rayonnant, émettaient beaucoup de rayonnements radio. Et c'est ça un quasar, en fait. C'est un trou noir au centre d'une galaxie qui émet des jets de matière. Ok. Est-ce que les jets des trous noirs peuvent-ils être à l'origine d'une nouvelle création d'étoiles? Demande le vrai Fenkis. Tu peux répéter la question? Les jets des trous noirs peuvent-ils être à l'origine d'une nouvelle création d'étoiles? Ah, excellente question, parce qu'en fait, ça, c'est une question que se posent beaucoup d'astronomes aujourd'hui. Parce qu'en fait, il peut y avoir deux effets quand on a des jets de matière autour d'un trou noir. Bah, elle peut soit pousser le gaz environnant et l'empêcher de former des nouvelles étoiles. Donc ça, c'est ce qui arrive au cœur d'une galaxie active. Donc au cœur d'une galaxie active, bah voilà, les jets de matière vont repousser le gaz alentour et donc ça va l'empêcher de former des nouvelles étoiles. Par contre, un peu plus loin, eh ben, ces jets de matière peuvent créer des ondes de choc dans les nuages interstellaires et les pousser à se comprimer. Et donc, à partir d'une certaine densité, ces nuages vont se fragmenter et former des nouvelles étoiles. Donc, on ne sait pas c'est quel processus qui domine dans l'évolution des galaxies au fil des milliards d'années, mais on sait qu'il peut y avoir des effets antagonistes quand on a des jets de matière autour d'un trou noir. Ok. Psycho Shadok demande, est-ce que les images de l'Event Horizon Telescope, donc le consortium de scientifiques, le réseau de 8 radiotélescopes qui a permis de prendre la photo du trou noir au centre de notre galaxie la semaine dernière, est-ce que l'Event Horizon Telescope pourrait confirmer par l'observation le rayonnement de Hawking? Eh ben, je ne pense pas, mais je ne suis pas spécialiste sur la question. Donc, il y a peut-être des gens qui ont des meilleures idées que moi sur le sujet, mais voilà, je ne pense pas. Et le vrai Fenkis demande, mais si une ou deux particules tombent de façon aléatoire, ça se compense? On parlait de quoi? Une des deux particules. Une des deux particules. Est-ce que ça se compense? Bah, il y a toujours il y a toujours de l'énergie. Est-ce que c'est une bonne question ça? Je sais pas. Une deuxième Réponse petite colle. infuse, mais c'est une très bonne question et j'irai vérifier ça plus tard. On fera un Ok. deuxième round pour cette émission. Avec plaisir. Bon, on va s'arrêter là pour les questions du chat. Ok. Du coup, est-ce que tu as des ressources? Bon, on va revenir sur les atomes, la formation des atomes. Est-ce Ouais. que tu as des ressources, des lectures ou... Bon, on va parler de ton livre juste après, mais est-ce que tu as des contenus accessibles à recommander sur le sujet? Ouais, bien sûr. Il y a une super série qu'a fait le journal Le Monde en 4 épisodes qui s'appelle Chasseuse d'étoiles, qui est une Ok. vraiment très très belle série de 4 épisodes de 20 minutes, je crois. Où l'idée c'est de revenir sur les travaux de quelques femmes astronomes qui ont eu un impact déterminant sur la physique et l'astrophysique du XXe siècle, et notamment sur la composition des étoiles et sur voilà, comment est-ce que les étoiles forment des nouveaux éléments. C'est vraiment très très intéressant, et notamment il y en a un sur la vie de Margaret Burbidge, qui est l'une des 4 autrices d'un papier très célèbre dans le monde de l'astrophysique nucléaire, hein, qui s'appelle le papier B2F, B2FH. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. B2FH, et qui a en fait initié l'idée selon laquelle la plupart des éléments chimiques sont forgés au cœur des étoiles. Ok. Sinon, il y avait aussi une conférence que j'avais vue, que je recommande, de Éric Lagadec sur justement ces thématiques. Peut-être Tout à fait. on va mettre le lien dans le chat, comme ça les gens pourront aller voir la conférence. Ça dure 1 heure, il y a plein d'images. Ça m'a aidé aussi à préparer l'émission. Ouais, il est très, très bien. Astrophysicien qui fait partie du comité scientifique de Brief Science. Oui. Tout à Tout à fait. fait. Qui peut relire certains de nos articles.
Et puis pour préparer cette émission, je me suis aussi aidée de ton livre, Le Cosmos et nous. Donc on va remettre une image de la couverture et puis je vais laisser Morgane te poser ces petites questions. Super. Merci. Non, moi j'ai lu ton livre, je l'ai trouvé super intéressant, il retrace plein de choses. Donc c'était vraiment une agréable lecture. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à écrire ce livre? Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est une espèce de désir que j'avais à la fin de ma thèse, de prendre du recul sur tout ce que j'avais appris jusque-là et de remettre ça dans un langage qui soit accessible, donc qui soit pas le langage des équations, mais qui soit un petit peu sous la forme de réponses à des questions existentielles qu'on se pose, toutes et tous depuis tout petit. Donc des questions comme, sommes-nous seuls dans l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Est-ce qu'il y a eu une origine au monde? Est-ce que, d'où viennent nos atomes? C'est quoi notre place dans l'univers? Et l'idée, c'était vraiment de mettre de l'ordre dans ma tête, déjà, et puis dans la tête des gens aussi, parce que voilà, on a tendance à avoir ce genre d'histoire, de manière un peu décousue par des équations, des cours, qui peuvent être un peu arides de temps en temps. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir raconter ça sous forme d'histoire, un petit peu comme ce qu'on a fait, au cours de cette heure, de raconter l'histoire de l'univers et l'histoire de l'humanité à travers les liens, qu'on partage avec le reste du cosmos. Donc je suis assez convaincu que voilà, il y a une espèce de sentiment un peu quasi spirituel, quoi. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui, a généré notre existence. Alors je parle pas de religion ou quoi que ce soit, hein, mais je Attention, sais que hein, attention, non, tu pas du tout. Non, je suis pas du tout, spirituel ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a une vision vraiment poétique qui émerge de cette connaissance qu'on a depuis moins de 50 ans pour la plupart et parfois, depuis moins de 5 ans. Donc, il y a des connaissances qui s'actualisent en permanence et l'idée, c'était de donner une cohérence à tout ça et de mettre ça dans un contexte, plus vaste, en fait, de nos questions existentielles que toutes les sociétés du monde se sont posées à un moment ou à un autre et de donner ça sous forme, d'histoire qui soit à la fois accessible, mais qui représente un petit peu mon état émotionnel quand moi je m'intéresse à tout ça. J'essaie de le transmettre, voilà, cette émotion que moi j'appelle le sense of wonder, donc qu'on utilise en L'émerveillement quoi, oui. effectivement C'est ce que j'ai d'émerveillement, ressenti ouais. aussi en lisant, donc ça a marché. Eh ben, merci beaucoup. Et oui, tu parles aussi bien de l'infiniment grand, donc des galaxies, que de, l'infiniment petit en allant à l'intérieur du corps, au cœur des cellules et puis même des atomes après. Donc ouais. Est-ce que et je me demandais sur quelle source tu t'es appuyée du coup pour parler de tous ces sujets parce que c'est extrêmement varié? De toutes les sources, mais vraiment, j'ai lu des articles de revues scientifiques. Alors toutes les sources, il faut savoir qu'elles sont à la fin du livre, hein. Il y a une bibliographie assez, assez exhaustive. longue, ouais. Elle est pas exhaustive d'ailleurs, j'ai dû choisir Mmh. des éléments, pour que ça reste digeste. Mais ouais, j'ai lu des centaines et des centaines d'articles, de revues, des articles scientifiques, des articles de blogs d'experts, j'ai pris des cours sur tous les sujets que j'aborde, pour ne pas raconter de bêtises et j'ai fait relire aussi mes chapitres à différents experts de chaque domaine que j'aborde. Donc ça a été un travail qui m'a pris 4 ans de ma vie, qui est quand même assez conséquent, qui est juste un travail de synthèse, hein. J'apporte pas des nouvelles connaissances, mais l'idée c'était voilà, de réunir tout ça dans un seul objet, pour répondre à toutes les questions que vos enfants, pourraient avoir ou, que voilà, que nous que les gamins et les adultes pourraient avoir sur le monde, le tout en langage le plus accessible possible. Mmh. Et dernière question, qu'est-ce qui toi t'émerveille le plus en fait dans tout ce que tu as écrit? Ce qui m'émerveille, c'est à quel point on sait énormément de choses, mais plus on sait des choses, plus on est conscient de notre propre ignorance et en fait, c'est des questionnements qui n'ont jamais de fin. Chaque voilà, j'ai écrit ce bouquin en 2019. En 2019, on avait découvert 4 800 exoplanètes. Aujourd'hui, en 2022, enfin non, en 2021, c'était 4 800. En 2022, c'est 5 000. Mmh. Et on commence à avoir des outils qui nous permettent de sonder la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes, de taille rocheuse. Donc on va avoir d'ici quelques années des résultats révolutionnaires qui vont probablement, nous faire repenser la question de la vie dans l'univers, si on a de la chance. Évidemment, je ne peux pas prédire, je ne suis pas devin. Mais ça, voilà, ça c'est le genre de résultat qui me enfin, il y a plein de domaines en fait que j'aborde dans ce livre qui se renouvellent extrêmement vite. Il y a des nouvelles connaissances qui sont produites à un rythme assez, effréné et d'où l'intérêt voilà, des médias comme Brief Science de mettre ça de manière un peu digeste et synthétique, parce que, sinon on peut vite être paumé en fait. Il y a énormément de choses que on peut faire les liens entre différents concepts seulement si on les vulgarise ou si on en parle et d'où l'intérêt d'avoir plein de médias de sciences, très divers.
Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah, merci. C'était très clair, je pense. On a tous trouvé ça très pédagogique. Ouais. N'hésitez Merci pas à vous beaucoup pour procurer l'invitation. le livre, il est vraiment bien écrit. Et puis en plus, il y a plein de petits schémas. Et puis c'est pour expliquer l'histoire de l'univers, donc ça fait rêver. Donc on arrive à la fin de l'émission. Je vois que tous les deux vous êtes aspirés par un trou noir. Là, vous êtes dans le noir complet. Donc c'est Oui. le temps de mettre fin là. Donc Sébastien, on te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à Et vous. tous de nous avoir suivis, de nous avoir posé vos questions. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, elle sera en replay entièrement sur Twitch, YouTube et Facebook. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, peut-être sur les trous noirs, hein, je ne sais pas, c'est vraiment un sujet qui vous passionne. Et puis comme pour celle-ci, vous pourrez choisir le sujet en votant par mail. Donc, très bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.